Merci, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette session matinale. Merci aux organisateurs pour avoir pensé à appeler à la rescousse sur un sujet bien compliqué, un ancien, et un grand plaisir pour moi d'être dans cette enceinte ce matin. Alors l'idée, c'est effectivement de vous présenter les éléments relatifs à la nouvelle régulation européenne qui s'appelle la MDR. Alors ce qui est bien, c'est qu'en France, quand on dit MDR, au moins tout le monde sait ce que ça veut dire. On n'est pas vraiment mort de rire quand on voit ce qui va se passer, mais au moins on va essayer de comprendre pourquoi justement on n'est pas mort de rire et finalement, à la sortie, si on ne devrait pas peut-être en rire un peu plus. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, la conférence est en anglais, mais de toute façon en Europe aujourd'hui, c'est l'anglais la langue de référence, et vous vous souvenez que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, c'est un point qu'il faudrait peut-être réfléchir. Alors, à partir du moment où on va vouloir développer un projet, il y a un problème de délai et il y a un problème de combien de temps ça va prendre. 2 à 3 ans, simplement pour le développement intellectuel du projet. Et puis ensuite, le temps pour arriver sur le marché, ça va être de l'ordre de 3 à 4 ans. Donc ce sont des éléments de long terme et qu'il va falloir prendre en ligne, voulant dire, il va falloir anticiper un certain nombre, d'étapes. L'idée déjà, c'est de savoir si on a une bonne idée. Donc il faut la team, il faut un groupe pour déjà évaluer la qualité de l'idée. Être tout seul dans son coin, c'est rarement une bonne solution. Ensuite, il y a un problème d'argent. Le problème d'argent, c'est tout sauf négligeable. Et là encore, comme je le disais, il faut anticiper tout ça. On ne peut pas partir avec une belle idée, juste dessiner sur un coin de table, et puis se dire on va avancer tout seul, et puis ça va marcher, ça va être facile. En réalité, c'est compliqué parce que, une fois qu'on a la bonne idée, une fois qu'on a pensé qu'on avait de l'argent, il va falloir, on va dire, protéger l'idée. Et il est intéressant de regarder où est le monde médical dans le tableau des brevets. Quand on regarde les brevets, c'est très compliqué de faire un brevet. Il faut des sociétés spécialisées. Tout s'écrit en anglais, et surtout, les nécessités ne sont pas les mêmes entre l'Europe et les USA. Pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, on ne va breveter qu'un produit, une vis, une tige. Aux États-Unis, on va breveter une idée, en plus du produit. Donc, comment je mets la vis? Par la gauche, par la droite, par en haut, par en bas. Voilà. Donc, ça veut dire deux choses un peu différentes, et il n'y a que des sociétés spécialisées dans ce domaine qui vont nous aider. Il faut réaliser que le brevet, c'est un élément fondamental. Mais regardez le chiffre des brevets déposés en Europe, 15 300 dans le domaine des medical technologies. Et si on regarde bien, ce chiffre de 15 300, c'est en fait le numéro 2 dans le nombre de brevets qui sont déposés en Europe. Donc les medical technologies dans lesquelles nous, orthopédistes, sommes, c'est effectivement un endroit où on va innover, on va inventer, on va créer énormément. Si on regarde par rapport aux autres types de brevets, on s'aperçoit qu'on est quand même sacrément bien placé. Alors, il n'y a pas que l'orthopédie, bien sûr, dans le medical technology. Soyons pas trop égocentriques. Mais regardez, digital communication en premier, medical technology en deuxième. Et si on regarde un peu la pharma et les biotechnologies, on est tout en bas. Un autre tableau pour vous montrer tout ça. En rose, on a medical technology. En mauve, on a les pharma. Et en bleu, on va dire azur, on a la biotech, les applications biotech. Donc vous voyez que la medical technology, dans le groupe des pharma, est extrêmement important et c'est un énorme domaine dans lequel on est. Donc maintenant qu'on a vu finalement le monde des brevets, effectivement, combien ça coûte? Cher. Alors au début, ça paraît assez accessible. 3 000 à 4 000 euros pour avoir le premier, descriptif ou la première écrit qui va permettre de faire un dépôt de brevet. Mais c'est vrai que les choses vont un petit peu s'aggraver assez vite parce qu'on va, dès la 2e, 3e année, vous demander beaucoup plus. De l'ordre de 30 000 euros à peu près, pour 30 000 euros ou dollars, c'est à peu près équivalent, pour obtenir de quoi déposer le brevet. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il va falloir réactualiser ce brevet, il va falloir le faire vivre. Et quand on fait vivre un brevet, ça veut dire que tous les 3-4 ans, on va vous redemander des sous. Alors, qui vous demande des sous? Ce sont les sociétés, certes, de brevets, mais en réalité, ce sont les administrations qui reçoivent les brevets pour, finalement, le garder en vie, en sachant qu'un brevet, ça reste en vie 20 ans. Et au bout de 20 ans, c'est le domaine public. Ce qui est important, et c'était écrit sur une des diapositives précédentes,
c'est de réaliser que seulement la moitié des dépôts de brevets vont vraiment devenir des brevets. Donc il faut bien réaliser qu'il y a un taux d'échec qui est quand même relativement significatif dans ces brevets. Alors maintenant, on arrive à l'étape qui nous intéresse ce matin, qui est l'étape de la certification. Et cette certification, c'est véritablement un casse-tête. Vous connaissez certainement l'image de droite. Et elle va prendre de 1 à 4 ans. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle diffère selon les régions, selon la géographie et selon la région du monde. Je vous ai fait ici un schéma qui vous montre un petit peu les grandes lignes. On a en gros 2 grands marchés qui sont les USA et on a ce qu'on appelle la FDA, Food and Drug Administration, où on a les USA, l'Inde, la Corée, Singapour et l'Australie qui est in between. Et puis on a le marché européen, alors on va en parler énormément puisque c'est un peu le thème de cette conférence, où on a le marquage CE. Mais on a encore d'autres pays qui ont une régulation spécifique, le Brésil, le Japon, la Chine, etc. Et puis bien sûr, on a nos amis anglais. Eh bien, les Anglais, ils conduisent du mauvais côté de la route, donc forcément, ils ont aussi une régulation spécifique depuis qu'ils sont sortis de la communauté européenne. Donc vous voyez un petit peu le casse-tête auquel on va être confronté quand on va commencer à envisager de se marquer, d'obtenir un marquage du produit pour utilisation clinique. Je vais commencer de façon un petit peu surprenante peut-être par regarder comment ça se passe aux États-Unis. Alors je suis beaucoup plus âgé que vous, mais il y a bien longtemps, quand on a voulu faire marquer, ou du moins autoriser la vis pédiculaire aux États-Unis, on s'est trouvé confronté à la FDA. Et c'est la première fois que moi j'ai entendu parler de la FDA et surtout de la procédure 510K. Très honnêtement, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, si ce n'est que c'était compliqué. En réalité, aux États-Unis, avec le système de la FDA, on va avoir 2 grandes classes importantes, 2 qualifications qui sont soit le 510K, soit le PMA, qui est Pre-Market Approval. Eh bien, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Pourquoi je vous le montre? Parce que vous allez voir que l'Europe, en réalité, a cherché à copier ce système, pour des raisons que je vous expliquerai. Ce système américain, il est basé sur une classification des implants en 3 catégories. Vous avez la classe 1, qui sont les systèmes, on va dire, à faible risque. Pour vous donner un ordre d'idée, les instruments chirurgicaux, je ne sais pas moi, une rugine, une paire de gants, des choses comme ça, des compresses, on va les mettre en classe 1. Classe 2, on va rentrer dans des choses un petit peu plus compliquées, telles que les systèmes de diagnostic, les ultrasons par exemple. Classe 3, c'est tout ce qui est implantable. Tout ce qui est implantable, les valves, les vis, les tiges, etc. Donc ces 3 classes vont permettre de déterminer ou de définir comment ça va fonctionner pour obtenir le marquage. Quand vous voyez cette diapositive, vous voyez qu'en haut, on a écrit « New Medical Device », c'est-à-dire « nouveau système », système de novo. Comment on va procéder? Vous l'avez compris, si on est en classe 1, ça va être exempt de véritable contrôle et on va immédiatement le référencer, la FDA va le référencer. Si on arrive en classe 2, on a un risque modéré. On va passer à ce moment-là dans ce qu'on appelle la procédure 510K, qui est une procédure relativement stricte, rigide, complexe, et qui va permettre d'arriver à une libération par la FDA et une certification. Quand on est en classe 3, vous l'avez compris, c'est là où on a tous les implants complexes que nous utilisons. Et c'est là où il a été extrêmement important de voir ce mot « predicate ». Predicate voulant dire en fait un référentiel. Ça veut donc dire que le classe 3, si il est vraiment de novo, il va descendre tout droit, c'est la flèche qui descend pour le PMA, Pre-Market Approval. Là, c'est compliqué, on va le décrire. Mais si on arrive à prouver que ce nouveau produit classé en classe 3, il est équivalent à un autre produit manufacturé par un autre fabricant avec une littérature adaptée, eh bien on va redescendre en classe 2 et on va passer directement au 510K, qui est une procédure beaucoup plus légère, beaucoup moins contraignante que celle du PMA, Pre-Market Approval. Et puis les Américains, ils sont quand même très pragmatiques. Il y a un certain nombre de cas où finalement on est dans des situations urgentes. On vient de définir, on vient de trouver, je ne sais pas moi, le vaccin anti-Covid, pourquoi pas? Eh bien celui-là, plutôt que de le faire passer au travers de toute la moulinette complexe, on va rentrer dans les nécessités humanitaires et on va pouvoir le classer, le certifier rapidement par une procédure d'urgence spécifique qui va permettre d'accélérer le processus. Donc ce côté pragmatique, il est extrêmement intéressant dans un certain nombre de circonstances dont on a fait l'expérience récemment. Alors le 510K, comment ça marche? Il y a une analyse des documents fournis par les industriels qui est fait par la FDA, par les experts de la FDA. Il y a un audit de la fabrication
de l'usine qui fabrique le système, un audit complet sur place qui est fait par la FDA. Ils se déplacent, ils vont voir la société. Il y a la possibilité pour les fabricants de rencontrer les experts de la FDA de façon à déterminer avec eux finalement quels sont les prérequis. Vous souhaitez quoi? Qu'est-ce qui est important? Quels sont pour vous les points essentiels? Et donc les experts vont les identifier, et ce qui permet aux industriels de revenir finalement dans leur bureau et de pouvoir répondre à ces questions de façon spécifique, ce qui permet d'éviter de perdre du temps. Et puis surtout cette notion de référentiel, de predicate, qui est fondamentale. Il est intéressant pour eux d'aller regarder la littérature, de regarder ce qui a été publié, de regarder ce qui a été fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, créer une nouvelle vis pédiculaire, on regarde ce qui existe déjà, c'est pas compliqué. Je vous crée une société demain matin, vous dites que vous faites une vis pédiculaire, vous avez le référentiel des vis pédiculaires depuis maintenant 23 ans aux États-Unis, et en fait, ça va passer sans grande difficulté. Ce qui va donc nous emmener, avec cet espace d'équivalence référentielle, à ce qu'ils appellent le NSE, Non-Substantial Equivalent, ou Substantial Equivalence, qui est tout à l'heure ce que je vous ai dit, la possibilité de passer de 3 à 2 sans grande difficulté à partir du moment où vous pouvez le documenter. Maintenant, si on passe à la phase plus compliquée de la FDA, c'est le PMA, Pre-Market Approval. À ce niveau-là, c'est très compliqué, puisqu'on part du principe que c'est un système qui n'existe pas. Et il va donc falloir prouver qu'il est fiable. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il va falloir faire une étude clinique qui va permettre de référencer, de qualifier le système, de prouver son caractère non nocif. Ces études cliniques, vous les connaissez, pas forcément d'ailleurs très bien, mais elles sont complexes, elles nécessitent d'être faites avec des règles strictes, et le coût estimé d'une étude clinique par an, c'est à peu près 250 000 $ ou euros, on est à peu près dans les mêmes chiffres en Europe, ce qui veut donc dire que si vous faites une étude clinique sur 4 ans, c'est $1 million. Donc ce sont des investissements lourds, et vous imaginez bien qu'on ne va pas faire ce genre d'études pour un produit qui, a priori, n'a aucune chance ou très peu de chance de passer, ou un produit qui est une niche. Donc une niche, ça va être un produit qui risque d'être très limité dans son utilisation. Si on regarde les chiffres de PMA, Pre-Market Approval aux États-Unis, regardez à droite, en 2020, il y en a eu 40. C'est pas énorme, c'est même très peu. Mais finalement, ça correspond probablement à l'état de l'art et à son évolution. Pour conclure sur la FDA, on s'aperçoit finalement que c'est un système qui est extrêmement bien, on va dire, régulé. Les règles sont précises, les délais sont stricts, et donc à partir du moment où on va commencer à soumettre son dossier, il y a des milestones qui sont précises et qu'on doit respecter. Et ce qui fait que finalement, même si c'est compliqué, on va arriver à quelque chose d'efficace, sachant que ça coûte beaucoup d'argent, vous avez pu le constater, et que tout ceci ne se fait pas quand même par-dessus la jambe. Voilà donc l'état de l'art aux États-Unis, avec la FDA. En Europe, on avait la classification qui était dite donc le marquage CE. Alors, avant 2021, ça fonctionnait avec une entité bien spécifique qui s'appelle les Notified Bodies. J'ai cherché à essayer de traduire le mot de Notified Body, je n'y suis pas arrivé. En gros, ce sont des compagnies qui vont certifier le matériel et leur donner le marquage CE. Ce sont donc des compagnies privées indépendantes qui ont été qualifiées par les États européens et qui étaient chargées d'évaluer le système, d'évaluer le produit et de lui donner sa classification et sa certification. Ces Notified Body, on va continuer à les appeler comme ça, faisaient finalement tout le boulot de la certification en sachant qu'elles faisaient des audits. Ces audits étaient aléatoires. Ça veut donc dire que ce n'était pas systématique. Donc quand vous vouliez marquer un produit, il n'était pas certain que les Notified Body viennent vous voir et on pouvait imaginer qu'elles ne se déplacent pas. Mais c'est eux qui délivraient effectivement le certificat de marquage CE. Alors ça a changé. On est passé donc au MDR, Medical Device Regulation, qui devait être active en 2021. Vous remarquez qu'on est en 2023, et en réalité, ce n'est toujours pas complètement actif, même s'il y a quand même des choses qui sont déjà en place. Bien sûr, le Covid a eu son rôle, qui a été à l'origine de beaucoup de recul et de déplacement des échéances. Et donc, ça a été repoussé en avril 24, et en réalité, c'est même encore repoussé, puisqu'on est même actuellement sur 27. Alors, pourquoi ça a changé ? On a le droit de se poser la question. C'était un système qui était plutôt efficace, tout le monde était plutôt content. Les matériaux, les nouveaux j'allais dire, systèmes étaient développés en Europe, étaient marqués CE en Europe, et puis ensuite, on faisait la démarche pour aller aux États-Unis, pour aller en Australie, pour aller au Brésil, mais on avait déjà le marquage CE. C'était un point fondamental pour les industriels.
Eh bien, malheureusement, ce système a changé. Mais il a changé parce que, comme toujours, il y a des tricheurs. Et les tricheurs, ce sont des gens qui font que les autres payent pour eux. Et notamment, vous connaissez tous en France, et c'est assez facile de parler du système des PIP, des prothèses mammaires PIP, qui ont obtenu le marquage CE, qui étaient faites, comme vous le savez aujourd'hui, dans des conditions absolument invraisemblables, avec un gel à l'intérieur des prothèses qui était en fait une espèce d'huile non médicale. On est dans l'escroquerie, on est dans le mensonge. Le président de cette société, il a terminé en prison. Donc c'est terrible, mais n'empêche que le résultat, c'est cette remise en cause finalement du marquage CE, puisque le Notified Body n'a pas été finalement faire son boulot réellement, dans le sens où il a laissé passer en fait un certain nombre d'irrégularités, de choses tout à fait anormales. Deuxième problème, c'est qu'au moment où les prothèses PIP sont apparues, il y a eu un groupe de journalistes, des Hollandais pour être précis, qui ont fait quelque chose de relativement simple. Ils ont été au supermarché, ils ont acheté un paquet d'oranges, un panier d'oranges, ils ont gardé le filet qui entourait ces oranges, et puis ils ont fait un dossier. Ils ont fait un dossier pour que ce filet puisse être constitué une mèche vaginale et que ce filet finalement d'orange retrouvé dans la grande distribution se termine comme marqué CE pour permettre pour une implantation humaine en tant que mèche vaginale. Le dossier était constitué avec des éléments qui disaient que effectivement, ça pouvait être dangereux d'implanter ce filet dans le vagin d'une femme et que ça pouvait être source de complications. Le problème, c'est qu'il a été marqué CE. C'est bien sûr paru dans la presse, vous imaginez le résultat. Le résultat, c'est très simple, c'est effectivement cette nouvelle réglementation. Alors, je ne suis pas dans le secret des gens qui ont créé cette réglementation, mais si on la regarde bien, on s'aperçoit que finalement, pour la résumer, ils ont voulu faire un peu comme la FDA, mais ils ont voulu faire un peu plus que la FDA, ce qui est assez classique dans notre monde aujourd'hui, qui est toujours d'essayer de faire un peu mieux que les autres. Donc, on a créé la Medical Device Regulation. Cette fois-ci, on a classé les implants, les systèmes, en 4 classes. Je vais vous montrer ces différentes classes. Le rôle des Notified Body a changé, c'est-à-dire que les Notified Body, ils ne font plus la certification. Les Notified Body, ils vont simplement récupérer l'ensemble des éléments du dossier qui aura été constitué par les industriels. Et c'est les Notified Body qui vont ensuite transmettre ce dossier aux experts de la Commission européenne qui ont été nommés il y a un peu plus de 3 ans maintenant et qui sont au nombre de 194, en sachant que ces 194 experts dans lesquels je suis, en réalité, sont là et représentent toutes les spécialités médicales, donc absolument tout. Il y a 14 différents groupes. Un élément important dans cette classification, dans cette réglementation, c'est que l'équivalence, elle existe pour l'industriel, mais je ne peux pas, moi, créateur d'une nouvelle société, utiliser l'équivalence de la vis pédiculaire faite par Stryker, Aomedica ou les autres, parce que je n'ai pas mon équivalence en tant qu'industriel. Donc ça veut dire que je me retrouve finalement seul, isolé, avec la nécessité de refaire tout le boulot. Donc c'est un élément qui va être extrêmement limitant. Et puis surtout, on va demander une étude clinique, pratiquement dans tous les cas. Et ça va être un élément qui nous a beaucoup fait fantasmer nous médecins, et qui va poser un problème. Alors voilà les différentes classes, vous voyez les 4 classes. En réalité, vous voyez que la classe 2, finalement, elle est dissociée en 2A et 2B, et puis on a la 3. Alors le vrai problème, c'est où est-on dans cette classe ? On s'aperçoit que pratiquement tous les implants que nous utilisons sont en classe 3. Et donc, le problème va être d'arriver finalement à réunir une documentation extrêmement copieuse et riche qui va être indispensable et dans laquelle une étude clinique va être indispensable. Et ce qui crée finalement un élément de blocage. Si vous regardez ici, vous avez les 5 classes en réalité, puisqu'il y a 2A, 2B, et puis il y a WET, qui est Well Established Technology, et Non-Well Established Technology. C'est-à-dire qu'à partir de 4 classes, les Américains en ont 3. On passe à 4 et en réalité, on est à 5. En réalité, ce qui est important, c'est les 2 dernières classes à droite, 2B, Non-VET et classe 3. Et là, on s'aperçoit que c'est là où nous sommes, nous, avec nos implants, quels qu'ils soient. Et on est donc dans une catégorie où il va falloir que nous fassions preuve et surtout que nous allions amener des études cliniques qui vont permettre de soutenir et de qualifier le système. Alors donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les Notified Body qui vont réunir l'ensemble de la documentation qui sera faite par l'industriel.
Et ensuite, une fois que cette documentation est complète, c'est adressé à un groupe qui s'appelle Expamed en Europe et qui, en gros, a 3 mois pour répondre. Alors, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ça paraît assez simple. Bon, il y a 2 catégories, on fait une étude plus poussée ou pas, mais bon, ça, c'est de la cuisine. Au total, ça paraît vachement simple. Mais comme je voulais... Ah, pardon, je suis passé en arrière. Ça paraît vachement simple. Alors, je vais avancer. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, je m'excuse. C'est moi qui avais la tête à l'envers. Alors, donc, une étude clinique, c'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a l'étude clinique avant la certification, puis l'étude clinique après la certification, puis la surveillance de l'implant tout au long de sa vie. Donc, quand on parle d'étude clinique, vous réalisez qu'on parle de quelque chose qui va durer sur plusieurs années. Alors, en tant que clinicien, en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, on se fait un monde de cette étude en se disant, mais ça, jamais on va arriver à suivre tous les patients pendant toute la vie de l'implant, ça va être d'une complexité sans nom. En réalité, il est probable que c'est plus simple que ça et que c'est probablement, on va dire, moins angoissant que ça ne pourrait le paraître. Même si l'Europe a établi un certain nombre de critères et de prérequis, et si vous regardez un petit peu que veut dire pour l'Europe les études cliniques, ou du moins les informations, les datas qui sont récoltées dans ces études cliniques, ils veulent une information suffisamment pertinente et de qualité. Mais vous voyez que c'est quand même assez flou finalement. Sufficient amount and quantity, c'est pas vraiment énorme. Quelles sont les sources de ces études cliniques ? Il y en a plusieurs. On peut avoir une source toute simple qui est celle faite par le fabricant avec une étude clinique pré-marquage CE, qui va être une étude qui sera faite avec un comité d'éthique, avec, comme ça se fait dans un certain nombre de cas, un certain nombre de dossiers, 10, 15, 20 dossiers, et déjà, ça permet de documenter et d'avoir un élément solide. Dans l'idéal, ce serait de pouvoir regarder la littérature, finalement, qu'est-ce qui existe. Alors, si vous avez un predicate et que c'est les implants de telle société, on peut regarder dans la littérature ce qui a été vu et donné concernant ces implants et utiliser cette étude clinique. Et puis, on peut utiliser les résumés de tables rondes dans les sociétés savantes. On peut résumer un certain nombre de choses, des cas cliniques isolés. Ce qui est quand même important de retenir, c'est que tout ça, c'est un peu théorique. Parce qu'en réalité, il n'y a pratiquement aucune publication qui est faite sur un implant. On parle d'arthrodèse, on parle de fusion, on parle de réduction, on parle de correction, mais on ne dit pas qu'on a mis la vis du schmoll dans cette étude clinique. Donc, c'est vrai que ça limite un tout petit peu quand même l'intérêt de l'analyse de la littérature. Alors donc, comment les notified bodies vont faire ? On va faire appel à des compagnies spécifiques, spécialisées dans la création d'études cliniques. Donc, ce sont des gens qui existent, ce sont des sociétés qui existent, ça coûte cher. Mais eux, au moins, ils vont être capables de faire une belle étude clinique. Ils vont surtout être capables d'amener des statistiques. Il n'est pas forcément nécessaire de faire 1000 dossiers pour avoir une idée de la pertinence et de la solidité d'un implant. Parfois, et c'est là où les statisticiens sont intéressants, on peut simplement avoir à faire une dizaine de dossiers, une quinzaine de dossiers pour qualifier et pour déterminer la fiabilité ou non d'un implant. Ensuite, une fois qu'on aura lancé ces études cliniques avec ce type de société, on va arriver à quelque chose qui soit effectivement pertinent. Il faut réaliser qu'il y a un coût. Le coût n'est pas forcément que celle de l'étude clinique, c'est aussi le coût des assurances. Outre le fait, bien sûr, qu'il faut trouver des volontaires, il faut aussi assurer les patients contre les éventuels risques. Et le coût que va engendrer l'assurance dans une étude clinique est considérable et certainement pas à mettre de côté. Et c'est là où les industriels sont aussi quand même à la peine parce que ça va être un problème. Donc, je vous ai dit, étude clinique pré-implantation. Mais une fois qu'on a obtenu le marquage, il faut aussi les études cliniques post-implantation. Et là encore, on retrouve à peu près les mêmes éléments auxquels on va rajouter finalement les registres et les éléments de morbidité qui vont être publiés. Alors en France, on a ce qu'on appelle la matériovigilance. Et la matériovigilance va permettre de vérifier, de contrôler ce qui se passe. Et c'est une façon d'observer, d'avoir des signaux sur un éventuel matériel qui serait déficient. Alors ça existe à l'échelle européenne, voire même mondiale, mais c'est vrai que ce n'est pas uniformisé. C'est un petit peu à la fonction de qui a envie de déclarer ou de ne pas déclarer finalement. Mais de fait, ça va effectivement exister et ça va permettre de faire ces études post-market, post-implantation.
comment ça marche pour faire ces études? On vient d'en parler succinctement. Donc, éventuellement, l'organisation par le biais d'une société. Éventuellement, c'est l'industriel qui va le faire. C'est plus facile à faire qu'une étude pré-implantation, mais ça demande une certaine rigueur et un certain contrôle. Et là encore, probablement, l'analyse statistique fait partie des choses qui vont nous aider dans le choix des échantillons que l'on va utiliser. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que ça va être tout le long. Mais ça ne veut pas dire qu'on va surveiller tous les implants. On va avoir quelques, on va dire, témoins, quelques centres qui vont être témoins, qui vont permettre de surveiller le matériel. On n'est pas forcément obligé de surveiller la totalité des implants qui auront été implantés, puisqu'on part du principe qu'il y a des registres justement de morbidité qui permettent, ou de matériaux-vigilance, qui permettent de voir un petit peu comment les choses se passent. Alors, quelles sont les conséquences, finalement, de cette nouvelle réglementation qui est déjà en place, même si elle n'est pas complètement, exclusivement en place? On s'aperçoit que le nombre de dossiers qui ont été déposés, par exemple, entre avril 21 et fin d'année 22, est extrêmement limité. Regardez, en orthopédie, vous en avez 5. Si vous regardez ensuite le total, on est à peu près à 20 dossiers. N'oubliez pas ce chiffre des USA, où on a le PMA, qui est le Pre-Market Approval, l'élément le plus compliqué, où on était à 40 dossiers. Donc vous réalisez que finalement, ça donne l'impression d'être quand même très limité, mais en fin de compte, ce n'est pas forcément aussi horrible que ça en a l'air. Malgré tout, si on regarde la newsletter qui a été éditée par l'Europe en décembre 22, on s'aperçoit quand même que sur les 194 experts qui ont été nommés, il n'y en a que 52% qui ont vu un dossier. Ça veut donc dire que finalement, il y en a la moitié qui est au chômage. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même une limitation quelque part. C'est-à-dire que le dimensionnement du nombre d'experts a été fait en se disant qu'il y aura un certain nombre de dossiers. Et il y a donc bien un phénomène de blocage quelque part sur cette Medical Device Regulation. Alors, quelles sont les raisons finalement de ce blocage? Vous avez un petit peu anticipé un certain nombre d'entre elles. Vous avez vu que c'était compliqué d'avoir une étude pré-implantation, mais il n'y a pas que ça. Il faut réaliser que les fameux Notified Bodies, aujourd'hui, en réalité, c'est le goulot d'étranglement du système. Car ils étaient 26, vous avez compris qu'il y avait eu quand même quelques déviances dans ces sociétés, et en réalité, l'Europe a requalifié tous ces Notified Bodies, les 26, et aujourd'hui, il n'y en avait plus que 12. Donc, en gros, on a diminué par 2 le nombre de compagnies capables, finalement, de faire ce travail. Ce qui veut donc dire que le goulot d'étranglement pour nos industriels, il est à ce niveau-là. L'accès aux Notified Bodies. Alors, ils ont tous des Notified Bodies avec lesquels ils travaillent depuis des années. Seul problème, c'est qu'ils ont beau y aller régulièrement, ils ont beau être des gros clients, eh bien, quand le nombre de dossiers possibles par an existe, eh bien, ça reste très réduit, et ce qui crée un entonnoir, et ce qui crée un goulet d'étranglement à ce niveau-là. Ensuite, il faut réaliser que les Notified Bodies, ils ont souffert. Ils sont même morts pour certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réaction assez classique. Eh bien, ils ont mis la barre très haut. Très très haute, et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas tellement l'Europe qui demande des dossiers qui soient, sur le plan médical, extraordinairement documentés, mais c'est beaucoup plus, finalement, les Notified Bodies, et sachant qu'il n'y a pas de règle absolue. Donc, ils font chacun leurs règles. Donc, il y en a un qui va être plus rigoureux que l'autre. Il y en a un qui va être encore plus rigoureux que celui qui est déjà rigoureux. Donc, on va se retrouver, effectivement, et je parle pour les industriels, dans une situation qui n'est pas toujours simple, qui, voire même pour certains, peut devenir impossible. D'autres éléments, il est impossible de parler aux experts. Donc, les Notified Bodies ne peuvent pas s'adresser aux experts. Donc, l'important, c'est d'essayer de faire lever un certain nombre de blocages. Alors, les éléments du blocage, comme on l'a vu, il y avait le problème des Notified Bodies qui étaient de plus en plus exigeants. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi les industriels. Les industriels, il y en a dans la salle ici, je suis sûr qu'ils vont me regarder avec des gros yeux, mais soyons honnêtes, quand il faut requalifier, parce qu'en réalité, dans le MDR, il y a les nouveaux implants, mais il y a aussi les anciens implants qu'il va falloir requalifier dans le cadre de cette nouvelle régulation. C'est ce qu'on appelle les legacy, les anciens implants. Eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions. Plutôt que de faire le boulot de requalifier ces implants, sachant qu'il y a en plus un goulet d'étranglement, quelle est la solution? On les sort tout simplement du catalogue, et ça permet d'éviter d'abord de dépenser de l'argent, et puis finalement, ça permet de sortir des implants qui étaient un petit peu utilisés, et c'est un prétexte quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette façon aussi un petit peu, j'allais dire, de s'adapter à la réglementation européenne, ce qui ne fait pas forcément que des malheureux. C'est dit en toute amitié et sans aucune rancune, soyez-en certains. Le chirurgien n'est pas du tout hors de propos dans l'histoire.
Le chirurgien, il a un peu oublié que les études scientifiques, ça faisait partie de sa vie. Il a un peu oublié qu'il fallait surveiller, contrôler ce qu'il faisait. Et il doit participer finalement à ces études cliniques. Quand l'industriel le sollicite, il doit être volontaire pour faire ce genre de choses. On ne peut pas faire autrement. Il doit aussi participer au registre. Il doit documenter ces registres. Il ne peut pas rester en dehors de tout ça. Ce n'est pas possible. Il est partie prenante de l'histoire. Et puis, il doit aussi faire la matériovigilance. C'est fondamental. La matériovigilance, ce n'est pas uniquement pour contrôler, c'est aussi pour s'assurer que l'évolution du système, elle est bonne. Il y a des tas d'exemples. Si on avait du temps, je pourrais vous raconter des tas d'histoires dans ce domaine. Alors, quel est le futur de l'histoire? Le futur, est-ce qu'on va aller retirer la régulation MDR? Non, ça ne rêvez pas. Elle ne s'en ira pas pour de multiples raisons que je vous ai évoquées ici. On va faire des modifications. L'Europe, elle va faire des modifications et elle va adapter un petit peu les choses. D'autant plus qu'elle se retrouve un petit peu pressée, poussée par les utilisateurs. Et la Suisse, par exemple, en novembre 22, a pris la décision finalement d'accepter les produits qui sont FDA approved, en plus des produits qui sont EU approved. Donc elle contourne finalement cette décision, sachant que les industriels aujourd'hui, finalement, vont commencer par aller qualifier leur système aux États-Unis, plus qu'en Europe, parce que ça va aller plus vite. Et ce qui est un peu paradoxal, puisque c'est l'inverse de ce qui se passait précédemment. L'Australie est en train de regarder exactement dans la même direction et probablement d'avoir aussi la double qualification. Donc, il va falloir clairement que ça bouge, et l'Europe est en train d'envisager la possibilité pour les industriels de parler aux experts de la Commission européenne, ce qui, là encore, n'est fait que, finalement, copier ce que font les États-Unis jusqu'alors. Donc, en pratique, pour conclure, moi, je pense que la situation n'est pas aussi pessimiste que tout ça. Je pense qu'il était important de comprendre comment ça fonctionnait, sachant qu'effectivement, beaucoup de gens, même au début, l'Europe elle-même, ne savait pas très bien, finalement, de quoi elle avait accouché. Indéniablement, les règles ne sont pas forcément simples. Les notified bodies sont un blocage, clairement, mais eux aussi vont s'adapter et vont prendre un petit peu plus d'assurance. Les industriels, bien sûr, sont en première ligne, et je crois qu'il faut aussi quand même éviter de les voir se cacher derrière la MDR pour faire des restrictions dans leur catalogue. Je pense que quand on va faire des études cliniques, il va se poser le problème de la, on va dire, pour ceux qui font ces études cliniques, de la compliance vis-à-vis justement de l'industriel, de ses relations avec l'industriel et de la qualité de l'étude clinique qui va en sortir. Donc là encore, il y a des éléments de rigueur intellectuelle qui vont être indispensables. J'ose espérer que la predicate, l'équivalence, va être introduite en Europe. J'espère qu'elle va être élargie. En tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles un certain nombre de gens militent. Et puis surtout, je pense qu'il faut sortir de cette angoisse qui a constitué cette régulation MDR, parce que clairement, quand on a compris comment elle était, finalement, on sait l'utiliser. Et à mon avis, c'est un problème qui va s'atténuer petit à petit dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez à peu près tout compris. En tout cas, je suis là pour répondre à des questions si vous le souhaitez. Merci. Pas de questions? Tout est clair? Moi, j'en aurais une. Oui? Oui. Bonjour. Merci pour cette très, très belle présentation. Je crois que l'innovation est essentielle et quand on n'a pas compris ces mécanismes-là, c'est un réel frein à l'innovation. Si soit on a peur d'aller dans tout ce bazar et du coup, on n'innove pas, ou alors on ne suit pas les règles et ça ne marche pas. J'avais une question concernant le numérique, parce qu'à la FDA, ils sont en train de beaucoup avancer sur la possibilité de considérer la simulation numérique à la fois dans les dossiers d'évaluation d'un plan, et ils vont jusqu'à, alors une fois que les modèles sont consolidés, validés, mais les in silico clinical trials, les études cliniques par simulation numérique, qui ne se substituent pas totalement aux essais cliniques réels, mais qui sont susceptibles de diminuer fortement le coût. Au niveau de l'Europe, où en est la réflexion sur ces questions liées au numérique? Et puis, pour toi, qu'est-ce que tu penses de ces éléments-là liés à la simulation numérique? Merci Wafa pour cette question qui ne me surprend pas, connaissant ton orientation.
Ce sont les outils de recherche, pas de validation du moins. C'est-à-dire que la FDA, elle a validé un certain nombre de modèles. Quand on parle par exemple d'une ostéosynthèse du rachis, il y a un modèle spécifique qui est le modèle de la vertébrectomie. Voilà. Donc tous les produits doivent passer au travers de ce modèle. Là, l'étude de simulation numérique, elle est qualifiée, elle est validée, en tout cas dans la FDA, elle fait partie des éléments, on va dire, complémentaires. C'est souvent ces modèles, ces expérimentations s'additionnent les unes aux autres. En Europe, je ne crois pas qu'on en ait parlé spécifiquement, mais quand on reçoit en tant qu'expert, si tu veux, une étude pour qualification, certification, en réalité, nous, experts, on va regarder ce qui existe. Si tu as une étude, effectivement, numérique qui est associée à l'étude biomécanique, on va la prendre en compte, clairement. Ce n'est pas identifié comme étant un référentiel de façon aussi précise qu'aux États-Unis, réellement, mais en fin de compte, c'est un peu à la charge de l'expert qui va documenter le dossier. Alors, c'est jamais un expert seul, hein, c'est toujours un binôme, et il y a toujours une évaluation, éventuellement, en cas si jamais dans ce binôme il y a un désaccord, il y a encore une capacité de pouvoir réévaluer les choses après. Mais bien sûr, les études numériques, elles sont fondamentales, on ne va certainement pas les négliger, mais ce n'est pas aussi rigoureux qu'aux US. Tu vois, aux US, dans le processus de qualification, de certification, le type d'étude est bien spécifié. En Europe, on peut se contenter d'études biomécaniques telles que celles que ton laboratoire va sortir, par exemple, sans forcément aller sur un modèle spécifique tel que celui de la vertébrectomie. Tu vois. Donc oui, il y a de la place pour les études numériques, clairement. La réponse est oui. Voilà. Merci. Bonjour Christian, Thierry Manceau, CEO Clariens. J'ai une question pour toi. Tu dis que tout va se normaliser, que le MDR sera un vieux souvenir dans quelques temps. Moi, je voudrais échanger sur les drivers qui vont faire que ça va se normaliser. Au jour d'aujourd'hui, les industriels ne se cachent pas derrière le MDR. Il y a des coûts qui sont exorbitants, des notified body qui sont, comme tu le disais, en nombre insuffisant pour supporter la réglementation et l'évaluation de nos dossiers. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on avait demandé à tous les Français de repasser leur permis de conduire et qu'il y avait simplement 5 auto-écoles. Donc ça, c'est une vérité d'aujourd'hui. Si le MDR a été repoussé, c'est parce que justement, sur tous les marquages CE en Europe, ils en avaient fait moins de 3% au bout d'1 an. Donc, qu'est-ce qui te permet justement d'espérer, au-delà de ton optimisme, pour faire en sorte qu'une partie des labos, tels que le mien, qui sont somme toute petits, puissent avoir les reins assez solides pour tenir dans cette tempête qui est quand même très consommatrice de cash économiquement, mais aussi de ressources. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle d'innovation, mais pour innover, il faut mettre des forces vives de R&D sur des projets, et que dans une société telle que la mienne, il y a plus de personnes en réglementaire en clinique qu'en R&D pour pouvoir justement continuer à être compliant sur ces sujets-là. Et je t'avouerai réellement qu'il y a aussi beaucoup de réflexions pour faire du business en dehors de la zone CE pour continuer à pouvoir exister. Donc je suis sûr que ça se normalisera. À quelle échéance, je ne sais pas le dire, mais il y a quand même beaucoup de compagnies qui sont sous respiration artificielle. Alors, je crois que Thierry Manceau, je te remercie pour ce commentaire. Pour l'assistance des chirurgiens, je pense qu'il est intéressant pour eux de réaliser ce qui se passe réellement dans la vraie vie de votre côté. Et je trouve que c'était important que tu fasses ce commentaire. Maintenant, pour répondre à ta question, alors la réponse première, oui, je suis optimiste, clairement, parce qu'il y a des mouvements qui se font. Alors, c'est à l'image de l'Europe, c'est-à-dire que ça va lentement. Mais c'est vrai que finalement, les échéances ont été repoussées. Il y a indéniablement du travail au niveau des notified bodies. Clairement, il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Alors, ce sur quoi tu insistais, sur lequel je n'ai pas tellement insisté, c'est sur le fait de la nécessité de recertifier le matériel qui est déjà marqué CE. Tous les 5 ans, il y a cet élément, cette nécessité, et ce qui demande un travail considérable. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui est discutable, puisqu'il a déjà été marqué CE, et le fait de le remarquer, comme tu disais, il faudrait tous qu'on repasse notre permis de conduire systématiquement au bout de 5 ans, sans même nous poser la question de savoir si on a conduit ou pas. Oui, ça c'est un point important. Je ne suis pas décisionnaire sur l'Europe, clairement, mais si tu veux, quand je regarde un petit peu la façon dont les choses avancent, en fin de compte, ça fait maintenant, ça doit faire 5 ans pratiquement qu'on a l'impression d'avoir la tête dedans.
Il y a des compagnies qui vont mourir et qui meurent, c'est clair. Je ne suis pas certain que les très grands soient les plus malheureux dans l'histoire. Non, c'est sûr. Je ne veux pas être polémique, mais clairement, je pense qu'ils ne sont pas forcément les plus malheureux. Les plus petits sont sûrement les plus malheureux. Et clairement, pour aller encore plus loin que ce que tu viens de dire, je pense que créer aujourd'hui une société ex nihilo dans l'idée de développer un nouveau produit me paraît extrêmement dangereux, en tout cas en Europe. Alors, ce qui explique qu'il y a une espèce de switch qui est en train de se faire, et quand on commence à discuter un petit peu avec vous, industriels, on s'aperçoit que finalement, vous allez commencer à faire vos premiers marquages, en fin de compte, eh bien, dans des pays d'Asie où il y a effectivement beaucoup plus de capacité et de facilité pour essayer de survivre et d'exister, et puis surtout pour essayer d'arriver avec des datas quand vous allez vouloir vous faire marquer en Europe. Donc oui, tout n'est pas rose, clairement. Je ne veux pas non plus être trop pessimiste et trop négatif, mais les problèmes sont réels, je les nie absolument pas. Je te remercie en tout cas Thierry de nous les avoir... Merci, c'était aussi pour partager mis un en point de évidence. vue avec tout le monde, évidemment. Merci Christian. Merci.